Sachez aussi que le chef de l'État a reçu ce matin en audience une délégation de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, conduite par Romano Prodi, président du comité international de suivi des actes de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan quinquennal d'investissement 2013-2017 de la CBLT. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. C'était le commencement du travail du comité de suivi et nous avons fait la stratégie pour les prochains mois. Bien sûr, avec les grands problèmes de la sécurité dans la zone et notre engagement personnel et aider pour trouver les ressources financières qui sont nécessaires à l'action concrète dans le terrain. Et quels ont été les conseils que vous avez reçus de la part du président de la République? Le président de la République, c'était très concret, très pratique. Hein? Il a nous encouragé à créer tout de suite les comités scientifiques pour travailler ça et à engager les différents pays, la communauté européenne, la Banque mondiale, la Banque européenne, pour s'engager en façon directe et immédiate pour commencer l'action qui sera premièrement dirigée pour le problème de l'eau à boire et de la première nécessité. Bien sûr que les problèmes de sécurité nous obligent à commencer par le Niger seulement, mais la stratégie transfrontalière est la stratégie prioritaire. Et nous espérons que les problèmes de sécurité seront garantis bientôt. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Washington aux États-Unis. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé, avant d'être salué par les membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Le Premier ministre chef du gouvernement a effectué du 16 au 19 juin 2014 une visite de travail à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Le Premier ministre s'est entretenu avec les responsables de plusieurs institutions américaines et au département d'État avant de présider au nom des pays du Sahel la réunion sur la lutte contre la désertification et le changement climatique. Je vous propose de suivre l'intégralité du discours du chef. Mesdames et Messieurs, chers invités, la Journée mondiale de lutte contre la désertification nous donne l'occasion de sensibiliser, de mobiliser l'opinion internationale autour d'une thématique centrale qui, cette année, s'intitule « La Terre est notre avenir. Préservons-la des changements climatiques ». Base de toutes les productions, la Terre est le principal support de tous les systèmes de vie. Elle constitue l'élément central, essentiel pour le maintien de la biodiversité. Cette thématique est pertinente et revêt pour nous une importance toute particulière car elle traite des deux préoccupations majeures qui affectent toute l'humanité. Il s'agit de la désertification et du changement climatique. En effet, la désertification touche environ 40% des superficies de la planète. Elle concerne 2 milliards de personnes dans le monde et elle représente un coût économique inestimable. Cependant, force est de constater que malgré les nombreuses conférences et rencontres internationales sur cette thématique, les résultats jusque-là obtenus restent en deçà des espérances
des populations. Je demande à cet effet à la communauté internationale de méditer sur la question pour plus d'attention dans la recherche des solutions idoines à ce phénomène. Dans les pays du Sahel, cette désertification est exacerbée par les effets des changements climatiques qui ont des impacts catastrophiques sur nos modes de vie. Mesdames et messieurs, le Niger fait partie des pays sahéliens les plus gravement affectés par le phénomène de la désertification. En effet, selon des études effectuées par Agrimet en 2013, le Niger a perdu 904 000 hectares de terre entre 2000 et 2013, soit environ 64 000 hectares par an, du fait de la déforestation, du fait de l'ensablement et de la formation des glaciers. Les manifestations les plus ressenties dans notre pays sont l'augmentation des températures minimales et maximales, le raccourcissement de la durée des saisons de pluie, la baisse des débits du fleuve Niger, l'assèchement des mares, le retrait quasi total du lac Tchad de notre territoire, les sécheresses récurrentes, les inondations, etc. Ces risques climatiques engendrent des pertes en vie humaine, la dégradation du potentiel productif, la baisse des productions agro-silvopastorales, les migrations, les conflits, l'érosion de la biodiversité, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les maladies climato-sensibles comme la méningite et le paludisme. Mesdames et messieurs, au nombre des solutions adoptées pour y faire face figure la gestion durable des écosystèmes et de leurs ressources pour fournir les services permettant aux populations de s'adapter aux effets négatifs des changements climatiques. C'est ainsi que les pays du Sahel, que j'ai l'honneur de représenter ici, ont unanimement adopté en 2010, en N'Djamena, l'initiative de la Grande Muraille verte. Conçue initialement comme étant une bande linéaire verte entre les isoyètes 100 et 400 mm, allant de Dakar à Djibouti, la Grande Muraille verte vise aussi le développement durable et intégré des régions concernées. Le Niger a adopté en 2012 la stratégie dite 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui fait de la protection et de la durabilité de la base productive un de ses principes d'action. Cette stratégie fait de la gestion durable des terres et des écosystèmes des programmes opérationnels entrant dans le cadre de son axe 1, à savoir l'accroissement et la diversification des productions agro-silvopastorales. À titre illustratif, les résultats obtenus au bout de 3 ans de mise en œuvre de cette initiative nous confortent dans notre ambition de lutter effectivement et efficacement contre la désertification. C'est ainsi qu'entre 2011 et 2013, il a été réalisé 183 150 hectares de traitement des terres dégradées. Il a été aussi réalisé 27 469 hectares de fixation de dunes, 102 318 hectares de reboisement et environ 23 millions de plants forestiers produits. Par ailleurs, plusieurs documents stratégiques ont été élaborés, notamment le cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres, le plan forestier national 2012-2021 et le programme d'action national de lutte contre la désertification et la gestion des ressources naturelles en cours d'alignement à la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Mesdames et messieurs, à ces résultats, il me paraît juste d'ajouter et de saluer les grands efforts de nos producteurs ruraux qui œuvrent inlassablement à la promotion des meilleures pratiques de gestion durable des terres à travers l'agroforesterie. En effet, selon des travaux de recherche scientifique, il est établi qu'environ 5 millions d'hectares ont été récupérés au cours de ces 2 dernières décennies dans les régions de Zender et de Maradi.
Ces résultats prouvent à suffisance que la lutte contre la désertification au Niger et la gestion durable des terres est véritablement engagée. Aussi, en vue de capitaliser ces résultats et les acquis et mieux les valoriser, le Niger a entrepris le processus de formulation d'une stratégie de développement de l'agroforesterie. Cette stratégie a pour objectif général de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs et des éleveurs. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, l'expérience du Niger, qui est une expérience basée sur la pratique de l'agroforesterie et de l'initiative 3N, démontre aisément que la lutte contre la désertification et les changements climatiques est bien à notre portée. C'est pourquoi nous avons bien voulu partager cette expérience dans l'espoir qu'elle fasse école dans d'autres contrées du monde. C'est pourquoi aussi je formule le vœu qu'au sortir de la présente rencontre, la communauté internationale s'engage véritablement à soutenir mon pays pour le renforcement et la pérennisation de cette expérience. C'est pourquoi enfin, je souhaite que la présente journée puisse offrir à tous les acteurs à l'occasion de discuter, d'échanger les expériences et faire les propositions pour stimuler la coopération à tous les niveaux et faire de la lutte contre la dégradation des terres et les changements climatiques une réalité vivante, une réalité concrète et partagée par la communauté internationale en vue de l'éradication de la pauvreté. Mesdames et messieurs, je voudrais pour conclure vous renouveler, Madame la secrétaire exécutive, toute ma gratitude pour l'opportunité offerte à mon pays de s'adresser à cette auguste assemblée. Je vous remercie infiniment de votre attention. La capitale sénégalaise a abrité le dimanche dernier un sommet de nouveaux partenariats africains pour le développement NEPAD. Ce sommet a évoqué les différents projets d'intégration du continent. Le dimanche 15 juin 2014, le Palais de Congrès de Dakar a abrité un sommet de nouveaux partenariats de l'Afrique pour le développement NEPAD. Ce sommet est consacré à la mobilisation des ressources intérieures en vue de réaliser des infrastructures sur le continent. 4 chefs d'État étaient à Dakar. Le Nigérian Goodluck Ebele Jonathan, Boni Yayi du Bénin, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et le président hôte, le Sénégalais Macky Sall. Le monde de la finance africaine et internationale était également à Dakar. 9 discours pour marquer la sonalité de l'événement. 9 discours pour évoquer la nouvelle dynamique de l'Afrique dans son processus de développement à travers la réalisation des infrastructures. Des panels de haut niveau ont été organisés. La réflexion a été très poussée. La qualité des participants est remarquable. Je pense que c'est un domaine dans lequel des efforts importants doivent être réalisés, en particulier d'ailleurs pour les pays qui sont dotés de ressources minérales. Je pense que nous n'avons pas assez utilisé la possibilité de titriser des ressources qui peuvent exister, même en état de non-exploitation, pour garantir un certain nombre de projets. Je crois également que notre diaspora, d'une manière générale, qui essentiellement est composée d'hommes d'affaires, peut-être avec un niveau d'éducation relativement faible, mais avec des ressources très importantes, et qui pourraient faire beaucoup de choses si ils sont canalisés et que les institutions que nous pouvons mettre en place permettent de leur donner les conseils et l'encadrement nécessaires pour réaliser des ouvrages qui peuvent effectivement contribuer à la croissance. Grâce à ce sommet, le programme de développement des infrastructures de l'Afrique a connu une avancée significative. Plusieurs projets intégrateurs ont été retenus par le sommet. C'est une démarche qu'il faut toujours privilégier. Je pense d'ailleurs qu'en ce qui concerne les ouvrages qui sont des ouvrages qui peuvent être candidats à des PPP,
il y a vraiment l'approche régionale qu'il faut privilégier. Je crois que c'est surtout sur ce point-là, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des économies d'échelle, qu'il y a aussi des possibilités de rentabiliser davantage. Il est clair que si aujourd'hui le Niger veut faire un projet d'électricité à partir du charbon, les potentialités que nous avons permettent d'écouler le surplus dans toute la sous-région. Donc il est possible et il est important que ces actions que nous menons soient toujours vues sous un angle sous-régional. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'il y ait des projets nationaux qu'il faut voir, mais je crois que les PPP que nous devons privilégier sont des PPP qui nous permettent de rentabiliser davantage au niveau du marché qui est créé. La déclaration finale confirme la volonté des chefs d'État africains. Cérémonie de lancement officiel de la diffusion du rapport économique sur l'Afrique 2014 de la Commission économique pour l'Afrique. C'était sous le haut patronage du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Seyni Soumaïla Ibrahim et Issouf Noumou pour le compte rendu. Par la présente cérémonie, la diffusion du rapport économique sur l'Afrique dans son édition 2014 est ainsi officiellement lancée. L'édition 2014 qui porte sur le thème « Politique industrielle dynamique en Afrique, institutions novatrices, processus efficaces et mécanismes flexibles » a pour objectif d'amener les décideurs africains à rechercher les voies et moyens pour une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques industrielles, tout en identifiant les problèmes potentiels qui pourraient miner l'efficacité de ces politiques industrielles. Ce rapport propose aux États africains des recommandations pour tirer le plus grand profit de l'exploitation des matières premières d'Afrique en vue de l'industrialisation du continent. Ainsi, le ministre Cissé devait poursuivre en disant qu'en complément à leur politique industrielle, les pays doivent mettre en place une plus grande capacité de coordination, de négociation et exercer plus de pression pour faire baisser notamment les frais de douane sur les importations intra-africaines de facteurs de production intermédiaires, un défi pour nos pays. Pour relever ce défi et conformément à la forte volonté et à la détermination qui anime le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, d'impulser vigoureusement le secteur industriel, le gouvernement a adopté le 16 avril 2014 le nouveau Code des investissements qui constitue un des instruments particulièrement incitatifs dans le cadre de la promotion du secteur industriel. Du reste, cette volonté politique des autorités de la 7e République est clairement exprimée à travers le plan de développement économique et social PDS 2012-2015, dont un des axes principaux porte sur la création des conditions d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Il est à noter que le rapport économique sur l'Afrique est l'une des publications phares de la CEA qui se donne pour objectif d'ouvrir le débat continental autour des problèmes émergents dans les domaines économiques et sociaux en vue de contribuer à la transformation structurelle de nos économies. Et comme annoncé en début du journal, nous recevons ce soir Mohamed Taeb Beram, chef de file de la délégation d'hommes d'affaires tunisiennes, et Maliki Barhouni, secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et le dimanche 22 juin 2014 débuteront les travaux du Forum économique Niger-Tunisie au Palais des Congrès. Et Monsieur Mohamed Taeb, dites-nous le but de cette rencontre et quelles sont vos attentes? Voilà, donc on a une délégation constituée de 92 hommes d'affaires qui seront présents lors du congrès du Forum d'affaires le dimanche. On représente plusieurs secteurs, le secteur des financiers, le secteur de la santé, le secteur matériaux de construction et plusieurs autres comme par exemple des cabinets de formation, des
des sociétés de commerce international, etc. Donc nous serons là avec notre savoir. Nous sommes venus pour être un partenaire gagnant-gagnant avec nos frères du Niger. J'espère que les hommes d'affaires du Niger vont nous donner la main pour travailler ensemble et être gagnants en Afrique. Et voilà. Donc rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Merci, M. Taeb. Monsieur le SG, Niamey va abriter ce grand événement. Alors, pouvons-nous savoir le point de l'organisation de ce forum économique Niger-Tunisie, un forum inédit dans l'histoire de la coopération nigéro-tunisienne? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord insister sur l'importance de ce forum économique Niger-Tunisie, parce que ce forum se tient que son Excellence le Président tunisien, Dr Mohamed Monsef Marzouki, va effectuer effectivement le 22 juin, le dimanche 22 juin 2014 dans Donc, pour l'organisation de ce forum, le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a demandé à la Chambre de commerce de prendre en charge l'organisation du forum. C'est ainsi que la Chambre de commerce a mis en place un comité d'organisation composé des différentes composantes, du monde des affaires, notamment la Chambre de commerce, le syndicat des industriels, le représentant de l'OPIN, le représentant du ministère du Commerce et puis également le représentant du syndicat des commerçants. En somme, vraiment tous les partenaires qui sont concernés. Donc, ce comité a travaillé d'arrache-pied et je voudrais ici dire que nos partenaires tunisiens, que je remercie au passage, nous ont apporté un concours inestimable dans le cadre de cette organisation. Ils nous ont d'abord donné, comme cela a été indiqué, la liste des différents opérateurs économiques tunisiens qui vont accompagner le président de la République tunisienne et avec les différentes préoccupations, les différents domaines dans lesquels ils souhaitent développer un partenariat avec leur homologue nigérien. Et sur la base de cela, nous avons organisé des séances de travail avec la partie nigérienne. Et nous avons informé, nous avons sensibilisé les opérateurs économiques et aujourd'hui je puis dire que vraiment l'organisation se déroule très très bien. Et la seule chose, je voudrais lancer un appel pressant aux opérateurs économiques nigériens afin qu'ils saisissent la main tendue par la partie tunisienne, puisque comme l'a indiqué mon ami M. Taeb, les opérateurs économiques tunisiens nous tendent leurs mains pour que nous puissions développer un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, je pense que les opérateurs économiques doivent saisir cette chance historique parce que la Tunisie est un pays qui compte dans beaucoup de domaines en matière économique. Et il y a déjà une coopération qui se développe. Nous souhaiterons que cette coopération soit renforcée. Donc, le forum aura lieu au Palais de Congrès de Niamey le 22 juin 2014. Et à partir de 10h30. Donc, il est instamment demandé aux opérateurs économiques d'être en place à partir de 9h30, compte tenu des contraintes, évidemment, organisationnelles et sécuritaires, afin que vraiment les travaux démarrent dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi insister et rappeler que ces travaux, le forum sera ouvert par leur Excellence
le président tunisien et le président nigérien, donc pour dire toute l'importance que ces hautes autorités-là accordent à ce forum. Donc les opérateurs économiques doivent se rendre à la chambre de commerce pour retirer leur badge, pour retirer leur carte d'invitation, vraiment avant le jour J. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, nos services sont disponibles toute la journée de demain pour pouvoir leur donner satisfaction, leur donner toutes les explications souhaitées et leur donner en tout cas les badges et les cartes d'invitation qui leur permettront donc de participer efficacement au forum. Monsieur le SG, avez-vous un message particulier à transmettre? Le message particulier que j'ai à transmettre, c'est une fois encore insister sur l'importance de ce forum économique entre le Niger et la Tunisie, pour dire que c'est une chance historique que nous devrions saisir. Et ensuite, demander aux opérateurs économiques de se mobiliser pour aller recueillir toutes les informations qui leur sont utiles pour leur participation à ce forum et donc avoir les badges comme je l'ai dit et également les lettres, les cartes d'invitation qui leur permettront d'accéder au palais de congrès de Niamey. Je vous remercie. Merci monsieur le SG, merci monsieur Taïeb. Merci pour toutes ces précisions et restez avec nous pour la suite de cette édition. Au terme de sa mission de visibilité et d'investigation de rencontre avec les partenaires de son institution, le président de la CNDH, Khalid Ikri, a tiré les conclusions suivantes. Les précisions avec Karmaman Kabiru et Ali Abou. Nous avons entrepris depuis un certain temps des missions de visibilité et d'investigation à travers les régions. Et nous faisons donc des recommandations aux autorités pour pouvoir trouver les solutions idoines pour la dignité de l'être humain. C'est donc dans ce sens que nous nous trouvons donc au niveau de la prison. Et bien avant, comme vous avez dû le constater également, nous étions au niveau des instances juridiques de la région. Nous avons vu donc les différents représentants des différentes autorités et de la justice au niveau de la région de Zinder. Suite donc aux différentes rencontres en tout cas avec les procureurs et nous nous sommes rendus compte que cette visite était bienvenue et où nous avons essayé de discuter, d'échanger avec les prisonniers et par rapport à leurs conditions de détention et aussi par rapport à des préoccupations liées à cette détention-là. Et nous avons pu enregistrer un certain nombre de doléances que nous allons voir dans quelle mesure est-ce que certaines d'entre elles peuvent trouver une solution auprès des autorités compétentes. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Makibi Kadijat Tandoubi, était hier l'hôte des populations de Kanché de la région de Zinder, où les phénomènes de migration clandestine des femmes et enfants de cette entité avec de graves conséquences a pris sa source. Une visite pour mieux dire une réunion d'échange dite dialogue social pour connaître les causes de cette migration, ses conséquences et les solutions pour éradiquer ce fléau qui a endeuillé de nombreuses familles. Mariam Keita et Lawali Babali. Le phénomène de la migration clandestine des femmes et enfants de Kanché au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de la 7e République était le motif du déplacement de la ministre de la Population dans la région de Zinder. À Kanché, et après le mot de bienvenue du maire, l'allocution du chef de canton, celle du préfet Hamidou Maman, du président du CNDH Khalid Ikri et du gouverneur Kalla Moutari, la ministre Dr Mekib Kadijat Dondobi devait d'abord poser la question à l'assistance: pourquoi cette migration qui a endeuillé beaucoup de familles avec la mort de dizaines de femmes et d'enfants reste toujours une tentation pour d'autres? La recherche l'un de mes meilleurs est à exclure au regard de nombreuses potentialités que regorge le département de Kanché. Ainsi donc, l'exode est inadmissible. Un débat au cours duquel les rôles de chefs de famille,
des dépositaires et des forces de défense et de sécurité seront répartis. Séance tenante, le débat fut déclenché. Des leaders religieux aux forces de défense et de sécurité, en passant par l'intervention des chefs de village, des groupements féminins, des jeunes, les syndicats de transport voyageurs, le corps enseignant et société civile, les raisons sont de plusieurs ordres. L'emprunt de voies illégales, la délivrance de fausses attestations de certificats de mariage, le faible niveau de scolarisation, la mauvaise répartition des pluies de l'espace et dans le temps, entre autres, entraînant pour conséquence le chômage, la délinquance, l'abandon des classes, bref, l'exode. De ce fait, les solutions à envisager sont l'implication de tous à aider les forces de défense et de sécurité à éradiquer ce fléau à la source, intensifier les prêches, les patrouilles et surtout le rapatriement des pays d'accueil de ces exodants en pays d'origine. Après les témoignages des retournés de l'Algérie, le gouverneur a annoncé que ces engagements pris seront tenus et respectés et dont a conclu la ministre très réjouie et édifiée sur les causes, voies et moyens pour éradiquer ce fléau qui sera débattu, a promis Dr Mekib Khadijatou Dandobi avec les plus hautes autorités de la 7e République. Cérémonie à Niamey de pose de la première pierre pour la construction du bâtiment devant abriter le centre gestion agréé de Niamey et les bureaux de l'agence nigérienne de promotion des exportations sur financement de l'Union européenne à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA. C'était ce matin à la Chambre de commerce en présence de plusieurs membres du gouvernement. Compte rendu Khadija Zara et à côté Ouaglassan. Cette cérémonie marque la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter le centre de gestion agréé de Niamey, CGAN, et les bureaux de l'agence nigérienne de promotion des exportations ANIPEX à hauteur de 550 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Nous sommes convaincus que ces investissements permettront à la Chambre de commerce et au CGA en particulier d'améliorer ses services aux petites et moyennes entreprises et au secteur informel en matière d'assistance technique à la gestion, d'encadrement dans la tenue de comptabilité et de facilitation des obligations fiscales. Ceci permettra aussi d'améliorer le climat de confiance entre les adhérents et leurs partenaires, fournisseurs, banquiers et administrations fiscales, d'assurer la formation des adhérents et d'amener les opérateurs économiques du secteur informel vers le formel. La présente cérémonie se tient assurément à un moment où toutes les conditions sont réunies pour que la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger joue pleinement son rôle d'institution au service du secteur privé nigérien. Le Niger s'est résolument engagé depuis plusieurs années dans un processus de relance économique qui fait du secteur privé le moteur de la croissance économique dans notre pays. À cet égard, le gouvernement porte un regard attentif à la situation du secteur privé, sur son rôle, ses difficultés et ses attentes. En effet, les autorités au plus haut niveau croient fermement que le développement du secteur privé est une condition indispensable à la réussite d'une relance économique génératrice de revenus et créatrice d'emplois stables. La construction de ce bâtiment à 3 niveaux comprenant 52 bureaux, dont une salle de conférence de 120 places, 3 salles de réunion de 20 places chacune, une salle de formation de 20 places, un business center, une salle internet et une cafétéria sur l'entreprise Salifou, connue pour son expérience en matière de construction. Dans le cadre des préparatifs du 18 décembre 2014, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a visité plusieurs chantiers de la ville de Dosso afin de constater l'évolution des travaux. Compte rendu Ousmane Abdou et Mor Abdou. Afin de constater le déroulement de ces travaux, le gouverneur Seydou Zataou Ali, qui accompagne ses plus proches collaborateurs, s'est rendu sur les chantiers de la tribune prévue pour le défilé militaire où les travaux ont démarré, à la case de passage qui aura sa réhabilitation, la reprise de la terrasse et la construction de 3 autres villas annexes, à la maison des jeunes qui sera élargie, à l'ORTN, station régionale de Dosso, où les travaux de construction de nouveaux bâtiments et de réhabilitation confiés à l'entreprise El Haji Mohamedou Oumarou Idambouza, trouvés sur le terrain, ont bien démarré, et enfin à la cité du 18 décembre. Après toutes ces visites, le gouverneur a lancé cet appel. Au niveau des réhabilitations, donc nous avons trouvé que les entrepreneurs ne sont pas très actifs. Ceux qui sont présentement sur le chantier
font des travaux vraiment manuels. Et ce genre de travaux, vraiment, je pense que à la main, ça serait difficile. Vous avez vu tout à l'heure une tribune qu'on est en train de démolir avec des pioches et des pelles. Et je pense que rien que pour la démolition, on est parti pour 1-2 mois. Et j'en appelle vraiment aux entrepreneurs de prendre les dispositions qui s'imposent et de se doter des matériels nécessaires pour faire les travaux, parce que c'est un engagement qu'ils ont pris et il faut qu'ils respectent ces engagements-là. Ensuite, en ce qui concerne les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions, c'est comme ces chantiers-là, vous voyez, ça a démarré. Et là aussi, il y a une dizaine d'entrepreneurs qui doivent faire les travaux sur le site. Et aujourd'hui, vous voyez, ma foi, nous n'avons que 2 ou 3 entreprises qui sont là, qui sont actives. Donc nous appelons aux uns et aux autres aussi de se mettre vraiment au travail, conformément aux engagements qu'ils ont pris. Et j'appelle aussi aux entrepreneurs qu'ils soient présents sur le terrain, qu'ils soient présents sur le site. On ne peut pas rester à Niamey et puis piloter de loin ce genre de travaux-là. Le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, et ses proches collaborateurs se sont rendus sur la gare ferroviaire en chantier. Des instructions fermes ont été données par le gouverneur pour le bon déroulement des travaux de ce chantier. Précision d'Aouda Hassan et Issoufou Samel. La délégation conduite par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, s'est rendue sur la gare ferroviaire tôt ce mercredi 18 juin 2014. Sur place, le gouverneur a donné des instructions fermes visant à agrandir la gare sur une superficie de 3 hectares et le déguerpissement des occupants anarchiquement installés aux alentours du chemin de fer en chantier. À la fin de cette visite, Hamidou Garba dresse un bilan. Nous avons été investis pour pouvoir dégager l'espace nécessaire pour la construction de la gare. Comme vous l'avez vu, le petit compartiment qui existe n'est pas la gare voyageur définitive. Cette gare, elle sera avec ses annexes. Nous sommes venus voir effectivement les occupations anarchiques qui se trouvent sur ce site. Et effectivement, donc nous avons vu ce qu'il y a. Fort heureusement, ce n'est pas des grandes occupations. Par conséquent, un délai de 2 semaines a été octroyé aux occupants anarchiquement installés pour vider les lieux. Cérémonie de signature de contrat entre les bénéficiaires de micro-subventions et le programme d'appui à la société civile PASOK 2 hier matin à la Chambre de commerce d'Ottawa. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général adjoint du plan de coordination du PASOK 2 et de plusieurs cadres et invités. Compte rendu Fatimata Gabidine et Azrabi. Au cours de son intervention, le directeur régional adjoint du plan, Adamou Mal Naba, a tout d'abord félicité tous les bénéficiaires de micro-subventions et leur a souhaité bonne mise en œuvre de leur activité choisie. Le coordonnateur du programme d'appui à la société civile PASOK 2, Amadou Bana, a lui révélé que, dans le cadre de l'appui que le PASOK 2 apporte aux organisations communautaires de base, ils ont procédé au lancement d'un appel à proposition, le 3e à son genre, qui porte sur la thématique droits humains et citoyenneté. La spécificité de cet appel à proposition est due au fait que les groupes cibles sont constitués de femmes et de jeunes et les projets qui doivent être présentés sont essentiellement réservés aux jeunes et aux femmes. Au cours du processus, au niveau de la région d'Ottawa, 29 projets ont été sélectionnés pour un montant d'environ 1 613 587. La sommation des 2 appels à proposition au niveau d'Ottawa donne un effectif de 71 micro-subventions pour un montant de 371 822 934.